prendre place pour cette deuxième table ronde de la matinée. Merci. Alors, je vais commencer par me présenter, tout en précisant que je sais que certains regrettent déjà de ne pas avoir devant eux le grand Gilles Clément. Moi, je dis l'autre, que je connais bien. Nous sommes rencontrés de nombreuses fois. Il est intervenu ici à Blois. Voilà. On a même des relations pratiquement d'amitié. Et c'est très drôle de porter le même nom et d'avoir à agir dans des domaines voisins. Mais je n'ai pas le talent de l'autre Gilles Clément. Alors, donc je suis Gilles Clément, président, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà dans la salle, de la communauté de communes du Grand Chambord, donc territoire voisin, avec évidemment un patrimoine prestigieux. Et j'ai exercé, autant le dire, il y a maintenant plus de 10 ans, pendant presque 20 ans, la direction d'une agence d'environnement, le CDPNE, dont dépendait tout à l'heure le premier intervenant de la première table ronde. Et j'ai dirigé cette instance qui avait un rôle de conseil auprès des élus de ce département et aussi auprès du département dans tout ce qui concernait les questions d'environnement et y compris le patrimoine arboré. Alors, notre table ronde, c'est sensibiliser, accompagner, et on le voit à la suite des échanges que nous avons eus sur la première table ronde, c'est une question de tous les instants. On va avoir l'occasion d'échanger. Alors, je dois assumer, cela vous a été dit, et excuser l'absence de Madame le maire de Niort. Bon, on peut comprendre qu'elle a sûrement un emploi du temps très chargé. Et puis aussi de ce spécialiste du CAE de Seine-et-Marne, qui malheureusement n'a pas pu avoir de train. Et donc ça nous laissera plus de temps pour les deux autres intervenants. Jacques Liagre, qui a une approche par son métier, mais je vais le laisser se présenter, du côté de l'encadrement juridique de ce qu'est le sujet arbre. Et c'est intéressant d'entendre bien sûr son point de vue dans ce domaine. Et Mathieu Demouzy, qui lui est botaniste et qui est un militant de la cause des arbres, qui nous anime tous, et qui, vous allez l'entendre, ne vient pas de notre Val-de-Loire. Il est aveyronais, ça ne trompe pas, son accent nous le dira. Mais je vais vous laisser vous présenter. Monsieur Liagre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jacques Liagre, directeur juridique de l'Office national des forêts, établissement où j'ai fait toute ma carrière, donc j'allais dire, je n'étais pas destiné forcément à y travailler, mais quand on y entre, on y est vite pris de passion. Et surtout sur l'aspect juridique, non seulement j'aimais le droit par état d'esprit, mais en plus le droit qui touche à la gestion forestière, c'est encore plus magnifique. Je vous prie de bien excuser mon absence de projection. Les juristes sont peut-être déjà un peu ennuyeux, mais j'espère que non. Mais j'aime pas trop intervenir sur des PowerPoint et autres. Je trouve que ça fige un peu le discours. Je préfère avoir quelque chose qui peut un peu vagabonder. On est avec les arbres, on peut se promener dans les allées. Et puis, j'aime bien suivre un peu les idées qui viennent. Le premier constat qu'il faut faire sous l'angle juridique, c'est qu'il n'existe pas un droit de l'arbre, il n'existe pas un statut juridique de l'arbre. J'allais dire, c'est pas dramatique en soi, somme toute, il n'y a pas un droit des châteaux ou un droit des cathédrales, mais on a un droit des monuments historiques. J'allais dire qu'on est un peu dans la même logique. L'arbre, on va le retrouver en fonction des enjeux, en fonction des questions qu'on se pose, pour simplifier la présentation d'un univers juridique qui est quand même assez complexe et un vrai labyrinthe, j'essaierai de retenir un peu trois idées. Le droit, c'est d'abord le reflet un peu des attentes et des peurs des hommes, donc les matières juridiques émergent en fonction des sensibilités des sociétés, au fil des siècles, au fil des décennies. Ce qui pouvait être un crime il y a 100 ans ne l'est plus aujourd'hui, et inversement. Ce qui était parfaitement toléré il y a 100 ans devient criminel aujourd'hui. Donc l'arbre, il est un peu dans cet univers juridique, évolutif, et rien n'est figé. Donc l'état des lieux que je vous présente aujourd'hui, il sera peut-être totalement différent dans 20 ans ou dans 50 ans.
Actuellement, moi je vois trois portes. La propriété et la notion du droit des biens, la forêt, et puis tout ce qui est protection des milieux, protection des habitats, protection des paysages, cette sensibilité un peu nouvelle de la société depuis, on va dire, une quarantaine d'années, qui prend de plus en plus d'importance. On a parlé tout à l'heure du Grenelle de l'environnement. Je crois que le Grenelle de l'environnement, en matière de droit de l'environnement, a été une étape assez fondamentale. La première porte d'entrée, donc, c'est le droit des biens, c'est le droit de propriété. J'allais dire qu'il y a à boire et à manger dans cet aspect-là. On a bien entendu l'aspect respect de la propriété, l'aspect protection de la propriété, qui est fondamental dans notre code civil. Donc ça, c'est plutôt favorable à l'arbre. Notamment, je pense au 545 du code civil, qui vous dit nul ne peut être dépossédé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité et pour un motif d'intérêt général. Donc déjà, vous êtes propriétaire d'un espace boisé, d'un espace vert. Normalement, on ne peut pas vous en déposséder comme ça, et ça ne sera que dans certaines circonstances, avec des procédures, une enquête publique et autres. C'est un petit peu, je simplifie, hein, il faut essayer d'être clair et d'aller vite sur les nombreux points qu'on vient de survoler aujourd'hui. Mais face à ce droit de propriété protecteur, il y a le point de vue opposé, où j'allais dire, le droit de propriété fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'arbre et qui le regardent un peu de travers, parce que c'est l'arbre du voisin. Donc l'arbre du voisin il fait de l'ombre, l'arbre du voisin il perd ses feuilles, l'arbre du voisin il va tomber s'il y a un gros coup de vent, il va écraser votre maison. C'est inimaginable le nombre de litiges et de contentieux qui peuvent exister sur cette question de rivalité, de voisinage entre celui qui a l'arbre et celui qui voit l'arbre de l'autre. Donc on est là avec deux mécanismes juridiques, les questions de servitude, les distances de plantation, les questions d'élagage, les questions de racines qui pénètrent dans le sol du voisin, et puis l'enjeu de comment dirais-je, du trouble de voisinage. Alors, la servitude de plantation, la servitude d'élagage, on est sur un droit dur, un droit sévère, duralex et flex, et on se rend compte qu'il y a guère d'espoir de pouvoir faire évoluer le droit sur cette question. On a eu une très bonne jurisprudence il y a quelques années, en 2009, de la Cour d'appel de Lyon, qui a essayé de s'affranchir du code civil pour dire qu'un arbre qui était ancien, qui était grand, qui était centenaire, etc., si on exigeait de la raser, ou de le faire parce qu'il n'était pas planté à la bonne distance, c'était un peu inadmissible, d'autant plus que les gens qui le réclamaient, quand ils ont acheté leur maison, ils ont bien vu que cet arbre existait, ils ont bien vu que cet arbre était beau, donc c'était quasiment un abus de droit que d'exiger qu'on la rase parce qu'il n'était pas à la bonne distance. Et la Cour de cassation a été inflexible, la loi est la loi, le code civil prévoit qu'un arbre qui n'est pas à la bonne distance doit être rasé. Point. Donc on a une vision assez dure. Sur l'autre sujet qui est celui des élagages et toujours cette histoire de plantation, dans une autre affaire, la Cour de cassation a essayé d'être un peu plus souple, c'était un peu quelques années après, plus récente, et elle a accepté une question prioritaire de constitutionnalité, qui disait que là il y avait une atteinte forte au droit de propriété. Donc elle a accepté ce qu'on appelle la QPC dans notre jargon de juriste, et ça a été renvoyé devant le Conseil constitutionnel, qui, dans une décision de 2014, a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la constitutionnalité, et que ces questions d'élagage, de distance de plantation, c'était des questions d'intérêt général, qui étaient destinées à éviter que les voisins se disputent, et que s'il y a un litige, il y a une règle de droit qui permette de sortir de ce litige. Donc c'était une circonstance normale. Le Conseil constitutionnel a évacué les références aux articles introductifs de la Charte de l'environnement,
et à considérer qu'en tout état de cause, le fait de supprimer 2 ou 3 arbres n'était pas de nature à porter atteinte à l'environnement. Donc, j'allais dire, sur ce côté-là, l'horizon est un petit peu obscurci. Le trouble de voisinage, qui est le deuxième volet de ce rapport de voisinage, mais qui n'est pas une certitude, le trouble de voisinage est une invention du juge, il n'y a aucun texte, vous ne trouverez pas de loi, vous ne trouverez pas de décret, vous ne trouverez rien. Les tribunaux ont inventé une théorie assez intéressante qui consiste à dire que quand on est entre voisins, on a le droit de jouir de son bien, mais sans excès. Donc vous avez un chien, il aboie, c'est normal, mais vous avez un chien, il aboie toute la nuit et toute la journée sans arrêt, ce n'est plus normal. Le trouble devient anormal. Et donc, cette théorie s'est développée beaucoup avec les notions d'arbre. Il n'est pas anormal qu'un arbre fasse de l'ombre, il n'est pas anormal qu'un arbre perde ses feuilles en hiver, mais il devient anormal que si cet arbre perd ses feuilles de telle manière que ces feuilles viennent rendre impraticable une rampe d'accès à un garage souterrain, et que les gens ne peuvent plus utiliser leur garage, que les voisins ne peuvent plus utiliser leur garage pendant 3 ou 4 mois, là, du mois d'octobre au mois de décembre, parce qu'il y a trop de feuilles mortes et les voitures dérapent dans la rampe, là le trouble devient normal. Les racines de l'arbre qui viennent soulever les fondations de la maison d'à côté et qui décèlent le carrelage de la cuisine, ça devient anormal. Donc, le droit de propriété, c'est un arbre un peu suspect, un arbre qu'on regarde susceptible de causer des troubles. Le deuxième volet, c'est la forêt. Le droit forestier est un droit qui est bien entendu, lui, beaucoup plus axé sur la conservation et la protection de l'arbre. Il le fait de manière très variée, très diversifiée, en fonction de nombreux enjeux. Donc, l'arbre tout seul n'est pas vraiment regardé. On va plutôt regarder l'arbre dans sa population qui fait la forêt, qui fait le massif forestier. On est sur une logique de protection de l'environnement, de biodiversité, on est sur une logique économique de production de bois, on est sur une logique paysagère, on est sur une logique sociale, d'accueil du public en forêt, de randonnée, de promenade. Et puis, quatrième axe, on est sur une logique de risque naturel. Risque naturel dans les deux sens, c'est-à-dire le risque d'incendie, qui est bien entendu éminemment dramatique pour l'arbre. Et là, on protège l'arbre contre un risque naturel, l'incendie, mais on est aussi dans une logique de risque naturel où l'arbre est un outil et utilisé pour lutter contre les risques naturels. L'érosion, le glissement de terrain, les crues torrentielles, le mouvement des sables, le mouvement dunaire. Et donc, on se rend compte que notre droit forestier est excessivement large et balaye les différents enjeux liés à la présence des arbres vers tous ces objectifs à la fois. Et ça, alors c'est une grande spécificité un peu, j'allais dire, du droit forestier français, c'est qu'on est vraiment dans la multifonctionnalité. C'est un choix politique, hein, un choix voulu par les gouvernements français depuis le XIXe siècle. On n'a pas fait le choix de dire qu'il y aura des forêts de protection, il y aura des forêts d'accueil du public, et il y aura des forêts de production. On a des forêts qui remplissent tous ces rôles en même temps. Et c'est aux gestionnaires, c'est aux propriétaires de se débrouiller pour suivre une gestion raisonnée, équilibrée, qui va à la fois, dans le cadre de documents de gestion, conduire les peuplements vers demain, en faisant que ces peuplements ils peuvent répondre à des besoins économiques, ils peuvent répondre à des enjeux sociaux d'accueil, à des enjeux environnementaux, de biodiversité, d'habitat, etc. Donc ça, c'est tout un volet du droit forestier. Il y a un deuxième volet qui est la protection de la forêt contre les tiers, donc ceux qui viennent en forêt pour voler du bois, cueillir les champignons et je ne sais quoi, donc qui perturbent le milieu forestier, sont passibles de sanctions. Il y a tout l'aspect défense des forêts contre l'incendie, tout l'aspect politique de prévention des risques naturels, avec la lutte contre l'érosion, ce qu'on appelle la restauration des terres en montagne,
les classements en forêt de protection quand on est dans les zones périurbaines, où on va interdire tout défrichement, tout dépôt, extraction de matériaux dans les forêts pour préserver ces derniers espaces verts qui restent aux portes des villes, ou sur des terrains en pente, où il y a des jeux de protection des sols. Donc le droit forestier, il protège, il conserve, avec une projection vers demain. C'est vraiment très très important, cette vision de l'avenir. On trouve dans des ordonnances royales de François Ier et autres déjà cette notion de gestion durable, de conservation durable des peuplements, hein, où on parle des générations futures. Mais j'allais dire, c'est l'arbre est noyé dans la masse. On ne trouve pas un vrai statut de protection de l'arbre dans le droit forestier. Et puis, on aborde la troisième porte, la troisième entrée, qui est un petit peu ce magma de textes d'origine diverses qu'on va principalement trouver dans le Code de l'environnement et dans le Code de l'urbanisme. On trouvera aussi un peu dans le Code du patrimoine, où on est dans une logique de protection. Protection de l'esthétique, protection du paysage, protection des espaces verts, protection des espaces boisés, protection des sites classés, et où l'arbre devient un enjeu. Ici encore, c'est pas vraiment l'arbre tout seul, l'arbre isolé, mais c'est parce qu'il fait partie d'un espace, parce qu'il fait partie d'un quartier d'une ville. On va être ici vraiment, autant le droit forestier, il est axé sur la forêt, donc plutôt le milieu rural, autant le troisième volet, on va plutôt le trouver sur le côté urbain, périurbain, ou alors vraiment des sites remarquables. Alors là, la démarche juridique est assez multiple, assez diverse. En essayant de simplifier la présentation, je dirais que vous avez tout ce qui est site classé, où normalement, une fois qu'un site est classé, vous n'avez pas le droit d'en modifier l'état, la consistance, de ne pas y porter atteinte. C'est parfois un problème pour le propriétaire forestier, d'ailleurs, ou pour le propriétaire des arbres, parce que on parle qu'il faut renouveler les arbres. Or, vous avez certains services publics qui sont en charge du site classé qui vous disent mais si vous abattez des arbres, vous modifiez le site, vous n'avez pas le droit. Le problème, c'est que si on n'abat pas les arbres vieux, on aura du mal à avoir des jeunes arbres qui poussent derrière. Donc là, il y a parfois des petits conflits qui surgissent. Qu'est-ce que modifier l'aspect et la configuration des lieux dans un site classé? Il y a une décision intéressante de la Cour de cassation il y a quelques années où il existait un terrain avait été divisé en deux, ce qu'on appelle les servitudes du père de famille dans le jargon des juristes. Et donc il y avait une convention qui était passée entre les deux personnes qui avaient récupéré chacun un bout du terrain. Et il y en avait une qui devait veiller à ce que ces arbres n'empêchent pas la propriété voisine de conserver une vue sur la mer et sur le littoral. Et on était dans un site classé. Donc il y avait d'un côté une convention qui disait il faut couper les arbres, s'ils deviennent trop grands et trop hauts et qui bouchent la vue. Et il y avait de l'autre côté une réglementation qui disait site classé, pas le droit de modifier la configuration des lieux. Donc la Cour de cassation s'est retrouvée confrontée, après la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à cette difficile question, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est la convention qui fait la loi des parties, ou est-ce que c'est la loi, au sens strict du terme, qui prévoit la protection du site? Donc là, on a eu un positionnement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été confirmé par la Cour de cassation, plutôt sage, qui a dit tant que l'abattage des arbres reste mesuré, pondéré et ne défigure pas le site, on peut considérer que la convention doit s'appliquer. Donc on accepte une coupe de quelques arbres, mais on refuse que certains arbres que les riverains exigeaient de voir abattus soient abattus. Et la Cour d'appel, c'est... alors je n'ai pas les détails de l'affaire, il y avait peut-être 25 arbres à abattre, ils en ont autorisé l'abattage de 6 ou 7 arbres, mais pas plus. C'est une décision qui n'est pas inintéressante, parce que c'est une des premières fois, d'après ce que j'ai pu lire dans les différentes revues juridiques, où le juge de cassation a été amené à se prononcer comme ça sur une compatibilité entre un contrat et une législation de protection. Et
c'est important de voir qu'il n'y a pas eu de position tranchée, de position brutale, et que mais visiblement la Cour de cassation s'est réservé un peu une possibilité de se positionner dans l'avenir en fonction de ce premier pas, de cette première approche. On a, dans le même ordre d'idée, la loi littorale qui prévoit la protection des sites remarquables, caractéristiques du littoral. Et donc là, on trouve beaucoup de jurisprudence sur notamment la Côte d'Azur, où on essaye de bâtir sur le front de mer, et il faut se dire, est-ce que là où on va couper des arbres, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on porte une atteinte à ces sites caractéristiques ou bien pas? Donc il y a plutôt une tendance protectrice de la part des tribunaux administratifs en matière de permis de construire dans ces zones littorales entre guillemets protégées. Donc on trouve, il y a eu des décisions de justice assez intéressantes, notamment sur la construction d'une résidence. C'était pas énorme puisque c'était 39 logements, donc c'était pas une énorme cité, ou un énorme immeuble. Et le tribunal administratif de Nice s'est opposé à la construction et a été confirmé ensuite par le Conseil d'État, la Cour administrative d'appel de Marseille. 39 logements à bâtir dans un site, dans un espace boisé où jusque-là on ne trouve pas une seule construction, et qui est dans un site collinaire assez caractéristique de la côte varoise, eh bien on refuse la construction parce qu'il y a une atteinte à ce site caractéristique de la côte varoise. Donc le juge a un rôle important dans cette dynamique de protection des arbres, de conservation du paysage, de conservation des espaces verts. Et il accompagne la loi, ce qui est vraiment le rôle du juge. Une loi, ce n'est pas qu'une lame de rasoir ou une guillotine qui tombe et qui tranche, c'est oui ou c'est non. Heureusement que dans certains cas, on réussit à adapter l'application de la loi aux attentes des parties, aux besoins, aux enjeux caractéristiques d'un territoire. J'ai, pour mon point de vue personnel, plutôt une approche positive de ces décisions de justice qui sont rendues, où le juge français essaye vraiment d'éviter des situations de blocage et d'interruption de certaines dynamiques, que ce soit du côté de la protection ou du côté de l'évolution d'un territoire. La jurisprudence reste adaptable. Et j'allais dire en dernière analyse, alors je ne vous fais pas la liste de toutes les réglementations de protection, parce que vous avez les parcs nationaux, les réserves naturelles, les espaces basés au code de l'urbanisme, etc. Toutes ces législations, les espaces naturels sensibles aussi. Donc on a une multitude de législations, de réglementations dans notre code de l'urbanisme et dans notre code de l'environnement qui visent à préserver notamment le côté esthétique, le côté qualité de vie des territoires. Et je voudrais ajouter un dernier volet qui me semble important. C'est la spontanéité, j'allais dire. On n'est plus dans la loi, on n'est pas dans la jurisprudence, on est dans le contrat. Et ce sont les individus eux-mêmes qui vont contracter, alors, pour s'engager. Alors ça peut être des contrats au sens exact du terme, mais ça peut être aussi des contrats un peu au sens moral ou au sens politique. Vous savez, comme il y a les contrats État-région ou les contrats d'objectifs entre l'établissement public et l'État, on n'est pas dans un contrat où on va se faire un procès en disant que vous n'avez pas respecté les clauses du contrat, mais c'est quand même un cadrage qui va guider l'action des gens, des opérateurs, des intéressés. Et on a vu avec Natura 2000, qui est tout un réseau de sites destinés à préserver les habitats d'espèces folistiques ou floristiques importantes au sens écologique et biodiversité. On a vu avec Natura 2000 se développer une politique de convention passée entre les propriétaires des terrains et les autorités publiques locales. Et on voit que les propriétaires peuvent d'eux-mêmes s'engager à adapter leur gestion, à ne plus faire de telle et telle manière, pour faire autrement,
Et moi, je trouve que c'est énorme de se dire qu'on est dans un monde où on parvient aujourd'hui à pouvoir faire des choses sans avoir forcément besoin d'une loi, d'un décret, d'une sanction pénale, parce qu'il y a un vilain qui n'a pas respecté la loi. On a une action dynamique et volontaire. Alors c'est peut-être encore un peu embryonnaire, il y a peut-être encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est assez important. Et en matière d'arbres, on parle beaucoup des arbres vivants, bien entendu, c'est très intéressant, bon, c'est quand même l'essentiel. Mais l'arbre, il a une deuxième vie. Quand il est mort, ou quand il est au seuil de mourir, il devient un lieu de vie extraordinaire pour tout ce qui est champignons, insectes et tout ce qui est oiseaux qui viennent se nourrir de ces insectes et autres. Et donc se développe aujourd'hui toute une politique de protection et de conservation des arbres morts et des arbres vieillissants. Alors, tant en forêt privée qu'en forêt publique, ou dans des propriétés, des jardins, des parcs, etc., on voit de plus en plus de personnes sensibilisées à cette question et qui prennent des engagements de maintien d'un certain nombre d'arbres morts à l'hectare, d'îlots de ces naissances. Alors ça devient une gestion de plus en plus, j'allais dire, funambulesque pour le propriétaire, parce qu'on nous demande déjà de faire de la multifonctionnalité, mais en plus, on s'engage à conserver des arbres morts. Donc, vous imaginez la manière de devoir organiser de l'accueil du public en forêt ou des exploitations forestières avec des arbres morts qui ne sont pas sans danger et qui méritent donc un suivi particulièrement attentif des activités des uns et des autres. Pour ce qui concerne le fusée forêt, on a eu, donc nous avons des engagements officiels avec le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture sur une conservation d'un certain nombre de pieds d'arbres morts à l'hectare. Alors, en termes de biodiversité, si votre arbre mort est debout, s'il est tombé et qu'il est couché au sol, c'est pas la même chose. On ne trouve pas les mêmes insectes, on ne trouve pas les mêmes champignons. Donc, c'est une politique diversifiée de conservation. On a des engagements sur ce sujet, mais ça oblige à faire une vraie politique de suivi. On a eu, sur les 5 dernières années, un accident mortel imputable à un arbre mort conservé de la biodiversité, et on a eu 2 accidents corporels, dont un très grave l'automne dernier en forêt de Montmorency, où un malheureux gamin de 16 ans se retrouve paraplégique pour le restant de sa vie. Donc, le droit de l'arbre, c'est aussi le droit de la responsabilité qui pèse sur le propriétaire. C'est très indirect, hein, c'est pas le droit de l'arbre. Mais c'est pour montrer que quand on est impliqué dans une dynamique axée sur l'arbre, l'arbre vivant, l'arbre bien économique, l'arbre élément du paysage, l'arbre élément d'une forêt, l'arbre élément d'une conservation des sols, des sources, etc., et l'arbre mort qui participe de cet enrichissement de la biodiversité, c'est juridiquement tout un catalogue de textes à mettre en œuvre, mais aussi contractuellement toute une mise en œuvre de clauses, d'informations, de signalisation très importantes qui doivent accompagner l'action du gestionnaire dans cette dynamique. Voilà rapidement brossé un sujet assez complexe. J'ai certainement été très vite sur le côté protection, mais je me suis dit que si je vous analysais point par point les espaces boisés classés, les espèces naturelles sensibles, les monuments historiques et compagnie, vous auriez peut-être une certaine tendance à se rigoler un petit peu, et qu'il va mieux éclairer un peu les objectifs poursuivis et la façon dont ces objectifs s'imbriquent les uns dans les autres, en définitive, pour le propriétaire ou le gestionnaire. Merci Jacques Liagre de ce panorama juridique, mais avant de passer la parole à Mathieu Lemouzy, et puis de donner peut-être la possibilité de quelques questions à la salle, j'observe que pour ce qui nous intéresse, on l'a vu à la suite de la table ronde de ce matin, c'est-à-dire l'arbre qui est de maîtrise d'ouvrage public, il n'y a pas
d'encadrement juridique spécifique à l'arbre du domaine public ou de la maîtrise d'ouvrage public. Et pour revenir à ce que vous évoquiez à l'instant, souvent c'est par une appréciation, j'allais dire en creux, que ceux qui se retrouvent, c'est le cas souvent évidemment des élus, en charge d'un patrimoine arboré, qui a évidemment un impact considérable sur le paysage, sur le cadre de vie, tout ce qui a été dit déjà ce matin, on sent que pèse sur ces maîtres d'ouvrage public, ces élus qui accèdent à une fonction qui leur donne une responsabilité sur les arbres, d'un seul coup, ils ont la responsabilité aussi de la sécurité. Et souvent, et je le dis pour le vivre moi-même, nos collaborateurs, nos services techniques, nous alertent sur la responsabilité à laquelle on s'expose, enfin, dans laquelle on se trouve, si l'on ne prenait pas garde de gérer ce patrimoine, ou les lieux où se trouve ce patrimoine arboré, par rapport à la sécurité du public qui fréquente précisément les lieux publics. Ce sont les parcs, ce sont les jardins, ce sont les espaces voilà, de bord de voie publique. Et là, on se trouve très franchement dans une difficulté qui a un impact sur globalement la conscience que nous devons avoir pour gérer ces arbres. C'est-à-dire qu'on nous mettra d'abord, hein, vous savez que quand on se retrouve en position de responsabilité dans une commune, enfin une collectivité publique quelle qu'elle soit, c'est le premier sujet que l'on nous oppose, monsieur le maire, monsieur le président, attention, nous on vous a conseillé, si vous ne suivez pas nos conseils et qui vont toujours plutôt dans le sens de la précaution par rapport au public, c'est-à-dire pas forcément la gestion du patrimoine dans la longue durée que sont les arbres, eh bien, voilà, nous on aura fait notre travail, mais c'est vous qui prenez la responsabilité. Et je suis sûr que ça, de manière inconsciente, un fort impact sur ce qu'il advient de la gestion de nos arbres et du devenir de ce patrimoine, parce qu'effectivement, ce patrimoine, pour vivre, il doit être régénéré aussi. Il faut planter pour qu'un jour, on ait des vieux arbres. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de statut spécifique de l'arbre public? Alors, il n'y a pas de statut spécifique de l'arbre public, ça c'est sûr. On va le trouver au travers des documents d'urbanisme, on va le trouver au travers des secteurs sauvegardés. Tout à l'heure, dans le groupe précédent, on a évoqué le problème de la ville de Nîmes qui avait été condamnée pour avoir arraché tous les platanes de quelques boulevards dans le secteur sauvegardé. C'est une décision de justice où le tribunal a été très dur, hein, la justice administrative, enfin très dur pour la commune et très bonne pour la protection de l'arbre, puisque la commune a été condamnée à replanter avec la même essence d'arbres toutes les rues où les arbres avaient été supprimés. Et où l'architecte des bâtiments de France, qui avait donné un avis favorable à l'arrachage des arbres, s'est vu critiqué par l'administratif, qui a dit qu'il y avait une erreur manifeste dans l'avis favorable qui avait été donné. Sur la responsabilité, juste deux mots, je suis un peu bavard, juste deux mots sur la responsabilité. J'allais dire que normalement, depuis 2000, ça fait maintenant près de 15 ans, les choses se sont quand même arrangées, parce que avant la modification du code pénal en 2000, il y avait une mise en cause quasi systématique au plan pénal de tous les élus, les maires, etc., dès qu'il y avait un accident. Et c'était devenu un vrai problème, hein, puisqu'il y avait beaucoup de communes où les gens ne voulaient plus se présenter comme maire, vu le risque pénal qui était derrière cette question. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience que sur le plan civil, c'est-à-dire l'indemnisation de la victime, normalement les communes sont assurées, donc c'est une question qui ne se pose pas vraiment. Le vrai problème, c'est des risques pénals. Est-ce que je vais me retrouver en correctionnel pour homicide involontaire, pour blessure involontaire, etc. Depuis la modification du code pénal en 2000, on opère une distinction entre celui qui a provoqué un homicide de manière directe et celui qui a provoqué un homicide ou des coups et blessures de manière indirecte. Donc c'est typiquement le cas d'un maire, c'est pas le maire qui pousse l'arbre pour le faire tomber sur la personne en place, donc il n'est pas auteur direct du délit d'homicide, et d'ailleurs qu'il est auteur indirect, la responsabilité ne peut être engagée que si on constate qu'il y a une faute caractérisée qui soumettait autrui à un risque grave d'infirmité ou de mort, que le maire en avait conscience, enfin que l'auteur indirect en avait conscience, ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de circonstances qui doivent être constatées par l'enquête
et qui doivent être mises bout à bout pour qu'on en conclue qu'il y a une responsabilité pénale de l'élu. Or, le seul fait de faire procéder à des expertises, de mettre en œuvre certains chantiers d'abattage, prouve que la municipalité n'est pas indifférente à la question de sécurité, qu'elle a une politique de suivi de ses arbres, qu'elle a un plan d'action, qu'elle retient des priorités d'action, et à partir de ce moment-là, on est en mesure de montrer qu'il n'y avait aucune faute caractérisée normalement au moment où le sinistre est intervenu. Mais ce qui est très important, c'est surtout au moment où un sinistre arrive, de ne pas dire « Ah ben ces arbres, on ne les a jamais regardés, on ne les a jamais examinés depuis 20 ans, et on n'a aucune politique d'action. » Auquel cas, là, effectivement, on est mal. Mais si on est en mesure de montrer qu'il y a une politique, un suivi, un budget, des priorités, nous démontrons qu'il y a une attention portée à la sécurité. Et c'est quand même bien le but. Alors, pour que ce que vous venez d'évoquer, cette loi, elle a pour origine un sénateur de notre département, Pierre Fauchon, et je tiens à le saluer, puisqu'il a été président du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ici à Blois, pendant de longues années, et d'ailleurs c'est lui qui a recruté M. Brochard, ancien directeur du CEE dans le Loir-et-Cher. Donc voilà, un petit coucou à Pierre Fauchon, parce qu'effectivement c'est une loi qui a quand même amélioré la situation de la responsabilité juridique des élus et des acteurs publics par rapport à ces questions de sécurité. Alors, une question d'Assad. Oui, c'est plus une observation qu'une question. Le thème, l'intitulé est sensibiliser. Dans cet aspect-là des choses, nous sommes au contact direct de la réalité que Présentez-vous, il y a de nouveau public dans la salle. Ah oui, ok. Nous sommes tous les deux arboristes grimpeurs dans le sud-est de la France. Oui. Donc, dans l'idée dans l'intitulé sensibiliser, on ne peut pas nier la réalité, celle que vous avez décrite lors de votre premier aspect, c'est au fond que le Code civil est un horizon indépassable dans la gestion de l'arbre. Ce qui fait que nous dénonçons et nous constatons que la situation est plus arboriphobe qu'arboriphile. Et de ce point de vue-là, l'arbre est un obstacle, une gêne, et s'inscrit dans, au fond, des périmètres de propriété avec l'expression de passion triste formulée par les propriétaires pour dénoncer, comme vous l'avez dit très justement, la présence de feuilles, de racines et de choses comme ça. Sachez néanmoins que ailleurs, c'est autrement. Ailleurs, c'est autrement. Ailleurs qu'en France. Ailleurs qu'en France, c'est autrement. Ces notions ne sont pas mises en avant dans la gestion du patrimoine arboré. En Californie, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Au nord de New York, les propriétés ne sont pas clôturées, ces problèmes ne se posent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aspect juridique fabrique des mentalités, donne une orientation, une vision du monde. De Los Angeles, de San Francisco à Palm Springs, j'ai passé 3 semaines dans le cadre d'un voyage d'agrément et d'études, je n'ai pas vu un arbre déboîté. Des eucalyptus de 30 mètres se trouvent à moins de 10 mètres des habitations. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'ailleurs, c'est autrement. Lorsque vous parliez de l'arbre, qui est au fond un objet du droit et non pas un sujet du droit, il faut savoir que l'animal, qui jusqu'à présent, on avait l'autorisation de battre un animal, aujourd'hui, depuis maintenant 4 ou 5 ans, sous l'effet de groupes de pression, sans doute, ou de textes philosophiques. Elisabeth de Fontenay est une philosophe qui a travaillé sur ce sujet. Le statut d'animal a changé. Il n'est plus un objet du droit, c'est un sujet du droit. Considérons maintenant l'arbre comme étant un système vivant, animé par une organisation complexe, c'est une organisation cellulaire complexe,
Et à ce moment-là, on peut modifier notre point de vue. Si on couronne un arbre, si on casse ses axes, si on supprime sa surface photosynthétique, on fabrique du chaos, on fabrique de l'instabilité, on fabrique des faiblesses biomécaniques. Marc utilise un terme qui nous semble intéressant, c'est des bombes à retardement. Dans le sud-est, nous avons énormément de bombes à retardement. Et notre action, par ailleurs, consiste également à sensibiliser des élus. Nous ne cessons pas de leur envoyer des lettres en leur indiquant que les opérateurs mutilent les arbres et fabriquent de l'instabilité. Et à ce moment-là, nous rejoignons le dernier aspect que vous venez d'évoquer, c'est celui des responsabilités civiles et pénales qui découlent de ces mutilations. Nous n'avons jamais aucune réponse. Donc pourtant, l'élu s'inscrit dans une situation complètement délirante. C'est-à-dire que les mutilations d'arbres ne cessent de se réitérer, d'être pratiquées par des opérateurs, et la situation n'évolue pas, elle ne cesse de s'aggraver. Donc quand vous évoquez le statut de l'arbre comme étant au fond une sorte d'objet sur lequel nous, les êtres humains, nous avons la possibilité d'agir pour le mutiler, pour le fragiliser, il faut savoir que nous défendons des conceptions différentes. Et nous agissons, nous pensons et nous agissons dans le cadre d'un militantisme actif. Merci de cette approche. Simplement, il y a toujours cette question de fond. Pour avoir envie de vivre avec les arbres, faut-il en avoir une approche, j'allais dire, raisonnée et scientifique, qui est sûrement nécessaire pour gérer dans la durée ces arbres qui vivent 2 à 3 fois plus longtemps qu'un humain, peut-être plus même, et souvent pour les arbres les plus remarquables beaucoup plus, ou faut-il simplement inviter à l'émotion, c'est-à-dire avoir cette approche sensible, c'est-à-dire ça n'est pas spécifiquement une question d'éducation et de raisonnement, c'est d'abord ce que l'on ressent au contact de ces arbres qui font partie. Alors c'est pour ça que l'approche juridique est intéressante, parce qu'on le voit, et c'est bien parce qu'il y a cette histoire longue de contact et de la vie commune entre les arbres et les hommes, qu'il y a des points de friction et qu'il a fallu imaginer dans différents registres qui ont été rappelés, créer des lois et des règles, enfin faire en sorte que on puisse trancher quand il y a litige. Mais me semble-t-il, il y a d'abord le sujet de fond qui est que ces arbres sont avant tout, et c'est pour ça qu'il y a quelquefois des débats qui peuvent être passionnés, que nos responsabilités, je reviens à ma fonction d'élu, sont en fait assez grandes parce qu'on a des approches contradictoires de nos concitoyens quand on a la charge d'administrer un petit bout de territoire. Certains n'ont aucune approche sensible de l'arbre, et donc l'arbre va gêner, quel qu'il soit, c'est son emplacement qui n'est pas bon, il y a de tas de raisons techniques qu'on va le trouver, raisons techniques que vous invoquez pour préserver et protéger, y compris la responsabilité de ceux qui ont la charge de ces arbres. Et puis il y a ceux qui sont simplement dans le registre affectif, et ce registre affectif a une importance particulière parce que, on le voit, ce matin on a eu les témoignages de nos intervenants qui montrent que lorsque, pour des raisons d'intérêt public, on doit supprimer des arbres, eh bien, les habitants, les riverains, les habitants du quartier se mobilisent parce que cette relation, elle est d'abord affective. Et voilà, c'est, je pense, quelque chose qu'on ne va pas trancher facilement, mais c'est un sujet de fond. Alors je ne sais pas si... Une petite question. Oui. Si je peux Avant de passer la parole, alors oui. Oui. Alors, effectivement, juste pour dire que sur la question sensible, oui, parce que sinon on vient à une exploitation trop grande pour moi du principe du bon arbre, bon endroit, qui est une règle de bonne gestion, mais qui, si elle est exploitée
trop fortement fait que, par exemple, dans tous les programmes, dans pratiquement tous les PRU, on voit les mêmes plantations de petits arbres qui ont des petites fosses en béton, donc qui sont des effets esthétiques. On en parlait ce matin, mais qui aussi, sur le plan de l'écologie, ne participent pas au cycle de l'eau. Voilà, donc si on n'a pas cette vision sensible, effectivement, on en vient à une vision étroite du paysage de l'arbre en ville, par exemple. Deux petites questions. Vous me confirmez bien donc, que les 3 articles du Code civil ne s'appliquent pas, puisqu'effectivement, dans le texte, on parle ne s'applique pas à l'administration. Bon, c'était à un temps où l'administration, c'était l'État. Mais pour ce qui est des collectivités, c'est également cette vision-là qu'il faut avoir. Les 3 articles du Code civil ne concernent que les propriétés privées ou le domaine privé des collectivités. Parce qu'il est souvent mais pas les avenues, dans les les places. Le Code civil ne concerne pas les voies du domaine public. Parce qu'il est très souvent mis en avant dans les discussions. Et juste une petite remarque par rapport à ce que vous disiez sur la gestion du patrimoine, effectivement, que je vois comme une gestion en bon père de famille. Moi, je rapproche souvent, en termes de jurisprudence, la gestion du patrimoine arboré à celle qu'on applique pour les aires de jeu. Et, oui, effectivement, là non plus, les 2 textes qui encadrent ça ne va pas jusqu'à la précision des actions à mener pour mener les aires de jeu. Moi, souvent, je fais un parallèle entre les deux. Effectivement, c'est comme vous disiez, qu'il y ait des traces de gestion, de remplacement, de contrôle, voilà, et d'une manière un peu logique. Vous confirmez ça également. J'en ai fini. Merci. Alors on va passer la parole à Mathieu Lemouzy, qui lui a une approche, j'allais dire, il va me pardonner, je dirais presque médicale. Le botaniste est quelqu'un qui regarde l'arbre dans sa structure justement cellulaire complexe et donc dans la diversité de ce patrimoine arboré. Donc Mathieu Lemouzy, à vous. Merci. Bonjour, donc Mathieu Lemouzy, j'ai 27 ans, je suis originaire de l'Aveyron. Je suis botaniste et technicien conseil, je suis le nouveau botaniste des parcs et jardins historiques de Thoiry dans le 78. Donc c'est moi qui réalise l'inventaire des arbres et des plantes donc, de ces jardins-là et qui les conseille sur les nouvelles plantations. Voilà pour ça. Je suis président et fondateur de 2 associations, une qui est nationale qui s'appelle Pour une révolution écologique du patrimoine arboré, qui deviendra européenne à partir du mois de septembre et qui s'appellera Institut européen de l'arbre et qui donc sera un clin d'œil au botaniste Jean-Marie Pelt qui nous a quittés en décembre dernier, qui était mon parrain et mon mentor. C'est d'ailleurs le seul à m'avoir accordé et apporté son soutien. Et c'est lui qui a soutenu et parrainé tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant pour l'arbre que je suis en train de mettre en place. Ensuite, je suis aussi président et fondateur de la Fédération internationale de l'arbre qui a été créée donc, en octobre dernier donc, à Pantin. J'organise aussi 2 grands événements, toujours par le biais des associations. Donc une foire au Plantard et collection chez moi dans l'Aveyron à Saint-Côme-d'Olt qui aura lieu donc, les 17 et 18 septembre 2016. Donc ça sera la 2e édition, toujours lors des Journées européennes du patrimoine. En même temps auront lieu donc, les premières Journées nationales de l'arbre que je compte initier en France. Donc j'invite tout le monde, que ce soit collectivité, élus et privés, à organiser donc, des événements sur la thématique de l'arbre partout en France, alors soit le week-end du 17 et 18 septembre, ou en tout cas entre le 17 septembre et le 30 octobre. Voilà, concernant la foire aux plantes, donc il y a 70 exposants, c'est tous des producteurs. Ils représentent 30 départements différents, donc on va au-delà du sud de la France. Ce qui se passe pendant les 2 jours, donc il y aura 9 conférences, 3 ateliers, donc un atelier de grimpe dans les arbres qui sera ouvert donc, aux adultes, aux enfants et aux handicapés moteurs. Ensuite un 2e atelier qui lui
sera dédié donc à la sculpture sur bois, et un troisième atelier qui sera sur la découverte des écorces, des fruits, des graines et des bois des arbres du monde. Donc ce sera donc un atelier qui sera mené donc par Cédric Paulet, donc le spécialiste des écorces en France. Ensuite, concernant toujours Cédric Paulet, on aura deux expositions, donc une exposition photo donc, sur les écorces des arbres du monde, et une autre exposition qui sera donc des échantillons d'écorces des arbres du monde. Et ensuite, une conférence aussi de Cédric Paulet donc, qui présentera en avant-première son nouveau livre Jardin d'hiver. Voilà pour ça, donc en gros il y a 5 conférences sur l'arbre. Voilà pour ça, aussi pour terminer sur la foire aux plantes, sera aussi présenté en avant-première le livret de l'arbre. Donc il sera donc rédigé entre autres par Christian Ripoulet qui est expert de l'arbre et expert judiciaire. Ça fait 5 ans qu'il demande à diverses associations donc, de le créer. Donc je l'ai rencontré donc, en octobre dernier lors de mon colloque à Pantin puisqu'il était intervenant. Et donc voilà, on m'a présenté ce qu'il voulait faire. Donc de suite je lui ai répondu oui. Donc c'est un outil de suivi et un moyen de légitimation de l'arbre, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc c'est un objet de droit dans le code civil et non un sujet de droit. Voilà, et c'est pour un arbre particulier, c'est pour le suivi d'un arbre particulier, pour suivre donc l'évolution de l'arbre. Et c'est autant pour les gestionnaires publics que privés. Donc il sera téléchargeable gratuitement sur Internet donc à partir du mois de septembre, et il sera aussi présenté lors du colloque qui aura lieu dans le 78. Concernant le colloque, donc, sera organisé donc, le deuxième colloque international, donc les arbres en congrès, donc toujours en région parisienne, donc il sera cette année dans le 78. Le 6 octobre, ça sera donc à Jouy, en Josas, dans le 78, donc à Tecoma. Et ça sera essentiellement, les thèmes abordés seront arbres agricoles, arbres forestiers et tout ce qui est agroforesterie. Donc ça c'est le jeudi 6 octobre. Le vendredi 7 octobre, ça sera à la ville de Bois d'Arcy. Et ça sera tout ce qui est gestion écologique donc des arbres d'ornement, donc en ville. Voilà, pour ça, toujours étroitement lié à tout ça, sera présentée aussi la future proposition de projet de loi arbre, qui est pour moi en tout cas une nécessité en France, en Europe et dans le monde. Voilà, donc parmi les propositions, que l'arbre soit reconnu comme patrimoine vital et commun. Ensuite, au niveau des formations, on demande qu'une formation au moins de 2 jours soit obligatoire chaque année pour les élus et responsables de collectivités. Donc ça peut se faire par le biais de colloques ou de formations, et c'est pour ça que aussi on demande à ce que les colloques au congrès en tout cas soient reconnus comme formation. Donc les médecins eux ils sont arrivés, donc il faudra se mettre d'accord avec les décideurs, enfin, le ministère et les différents syndicats, voilà, pour que les colloques et les congrès soient reconnus comme formation, mais avec le cahier des charges, pour que pas non plus ce soit tous les colloques qui puissent être reconnus comme formation. Voilà pour ça. Ensuite, vous pouvez trouver les axes en tout cas de réflexion et quelques propositions donc, sur Internet. Voilà pour ça. Pour revenir aux formations, on va mettre en place donc, une formation professionnelle continue qui sera réservée donc, aux professionnels de l'arbre, que ce soit arboristes, y compris pour les élus, pour les responsables de collectivités, pour les agents de collectivités, etc. Et donc ça sera donc, dans le 78 à Tecoma, donc c'est à partir donc, de octobre 2016. Donc ça c'est formation professionnelle continue. Et ensuite en formation initiale, on va créer une licence de gestion écologique du patrimoine arboré, donc qui n'existe pas en France,
enfin, pas comme moi en tout cas, je veux qu'elle soit, et elle sera enseignée à partir de la rentrée 2017-2018 dans le 78, soit à Tecoma, ou en tout cas en étroite relation avec Tecoma. Voilà pour ça. Ensuite, pour revenir à l'outil d'accompagnement des collectivités que j'ai créé, donc qui s'appelle Arbre d'avenir, gestion écologique du patrimoine arboré. Donc il a été lancé donc, le 17 juillet dernier avec la ville de Pantin dans le 93. Ensuite, la deuxième ville qui vient d'être labellisée dernièrement, c'est la ville de Bois-d'Arcy dans le 78. D'autres villes vont y rentrer d'ici la fin de l'année, et y compris début 2017, et ça sera plus est de la France ou nord-ouest pour une communauté d'agglomération. Voilà pour ça. Donc c'est un label qui a une durée de 5 ans renouvelable, où il y a donc au départ donc une évaluation initiale. Donc il y a des critères, il y a des 18 engagements à respecter ou à mettre en place pendant les 5 ans. Il y a un suivi, puisqu'il y a une visite de suivi chaque année, donc qui peut durer une journée ou plus, suivant le patrimoine arboré en question, sachant que c'est pour la totalité du patrimoine arboré en question, mais pas seulement pour un ou plusieurs sites. Voilà, donc un suivi. Il y a aussi un accompagnement au quotidien, et j'insiste sur le fait que c'est au quotidien. Voilà, donc ça peut être... c'est accompagné, que ce soit concernant les plantations, concernant l'entretien, concernant le choix des espèces, concernant toute la politique de l'arbre de A à Z, y compris ce qui concerne les outils pédagogiques pour sensibiliser les administrés, les enfants et autres. Voilà, il y a tout un programme qui dure 5 ans, donc, qui est renouvelable, et qui est pour les collectivités et aussi pour les propriétaires de parcs et jardins. Voilà pour ça, sachant qu'en France, concernant les espaces verts, même au-delà, le patrimoine arboré, personne ne réalise, dans le cadre d'un label en tout cas, accompagnement et suivi. Pour certains, il peut y avoir des suivis qui sont une évaluation chaque année. Alors pour certains, pour d'autres, il n'y a rien du tout. Ils donnent les panneaux, ils font un audit au départ et ça s'arrête. Donc voilà, c'est comme ça. Et sachant que l'outil que j'ai créé, donc Arbre d'avenir, gestion écologique du patrimoine arboré, n'est pas plus cher que les autres, loin de là. Il est même moins cher si on compare les tarifs des autres qui sont essentiellement pour les sites. Et voilà, parce que sachant que dans le label que j'ai créé, il y a un accompagnement dont les collectivités recherchent. Voilà, c'est ça qu'elles recherchent, les collectivités, d'être accompagnées, d'être conseillées au quotidien concernant, par exemple, le réaménagement d'une avenue, voilà, d'être conseillées, parce que ce qui se passe dans les collectivités, pour certaines, on arrive à avoir des responsables de patrimoine arboré, ou en tout cas des personnes qui sont formées dans la gestion de l'arbre, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Et donc dans les villes où, plus ou moins grandes, où l'élu a peu ou pas de connaissances sur l'arbre, où les agents ou les responsables des services techniques ou espaces verts ont peu ou pas de connaissances, ils sont très friands de ça, d'avoir des conseils et d'avoir un accompagnement et un suivi pour éviter, je vais prendre un exemple concret, je ne pense pas que ce soit un exemple isolé, loin de là, sans citer le nom de la ville, jusqu'à maintenant il y avait une ville qui, comme ils ont peu de connaissances sur l'arbre, ils donnaient carte blanche aux aménageurs, que ce soit aux architectes et à l'entreprise d'aménagement qui réalise les travaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont peu ou pas forcément les connaissances, ou en tout cas suffisamment de connaissances. Excusez-moi, monsieur, il faut avoir un petit peu d'humilité. Là, ça fait une demi-heure que vous vendez votre soupe. Excusez-moi. Il y a un passé que vous avez vu là, de 35 ans, il y a Carbone Monique qui est là. Vous faites des choses extrêmement intéressantes, mais je trouve que vous manquez d'humilité. Et là, vous vendez votre soupe. Et il faudrait que vous puissiez nous présenter votre sujet aussi. Donc ça va. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des choses à faire en France. Voilà, il est temps de se bouger activement.
Voilà, parce que regardez les Vraiment arboricoles de français. respect par rapport à des personnes qui étaient présentes là, quand même. Il y a aussi les collectivités Oui. qui agissent. Il y a de nombreux acteurs, la preuve, certains sont dans la salle. Bon, votre démarche C'est pas a un inintéressant. intérêt, mais je pense qu'il serait bien que vous puissiez nous présenter ce que vous aviez prévu. Parler brièvement du procédé de biodynamisation des sols donc, qui a été réalisé à Pantin l'an dernier, donc, en étroit partenariat avec les pépinières soupes. Donc une expérimentation avait été réalisée donc, au parc du Futuroscope à Poitiers, donc sur des arbres donc, de parking. Voilà, donc sur des arbres, on va le voir en photo juste un peu plus loin, qui était pour certains en état pratiquement de mort végétative et qui, avec ce procédé donc, de biodynamisation des sols, ont retrouvé un développement, enfin ils se sont mis en tout cas à refaire des feuilles et à fleurir. Donc ça, c'était une expérimentation qui avait lieu donc, sur des arbres déjà en place. Et l'an dernier, à Pantin, on a réalisé donc, une plantation unique en Europe, je suis désolé. Voilà, donc par rapport à ce procédé de biodynamisation des sols, donc c'est le sol et l'arbre, donc c'est un mariage de raison. Voilà, donc le but est d'apporter le moins d'intrants possible. Voilà, y compris tout ce qui est autorisé en agriculture biologique, tout ce qui est grenouilles marins, cornes broyées et autres. Donc ce qu'on a apporté, c'est du compost. Donc ça, c'est dans la phase de plantation. On a au départ a été réalisé donc, une analyse de sol. Et donc en laboratoire sont extraites donc, les bactéries du sol. Elles sont multipliées et ensuite elles sont pulvérisées sur la fosse de plantation et sur les racines. Donc ça c'est tout ce qui est donc, dans la fosse de plantation. Ensuite, juste pour dire que ce procédé de biodynamisation des sols, ça remplace la terre végétale, qui est de plus en plus chère, et puis voilà, l'appellation terre végétale, voilà, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup aussi d'importance sur le choix de l'espèce, la bonne espèce au bon endroit, mais aussi le choix en pépinière aussi. Ensuite, la phase de plantation aussi, on verra un schéma juste un peu plus loin, voilà, que ce soit fait dans des conditions optimales. Ensuite, en surface, on va mettre donc, du BRF et on va l'asperger de mycorhizes, puisqu'ils ont besoin d'être en surface et d'être donc en contact avec l'air. Ensuite, voilà pour le schéma donc, de plantation traditionnelle. Si vous permettez, c'est effectivement très intéressant. Tout ça rentre dans le cadre d'un support de cours que nous avons suivi. Quel est l'objectif que vous poursuivez? C'est-à-dire, par rapport à ce procédé, est-ce que nous allons subir le protocole de plantation jusque... Quel est l'intérêt au fond? c'est-à-dire l'intérêt, c'est le choix de l'espèce, d'une part, planter la bonne espèce au bon endroit, et dans le sol, au départ, il y a tout dans le sol. Il suffit de trouver l'équilibre. Donc, de ne pas apporter d'engrais, voilà, tout ce qui est engrais chimique, c'est de le bannir. Et voilà, le but, c'est que l'arbre puisse se développer correctement et normalement, y compris quand c'est des arbres en bordure de route dans des alignements. Ça peut être pour les arbres de parc, c'est aussi pour des arbustes, c'est aussi pour des plantes vivaces. Donc voilà, souvent on le voit en ville, voilà, c'est des arbres qui ont
peu ou pas de place voilà, pour terre, voilà, qui ont du mal à se développer. Alors, dans certains cas aussi, la mauvaise espèce aussi a été choisie aussi. Donc voilà, mais le but c'est que ce soit vraiment un respect avec la nature et un respect avec le sol et un respect avec la plante. Le but c'est que tout soit réalisé correctement et pas que dans 5 ans ou 10 ans on soit obligé de refaire l'avenir parce qu'on s'est trompé d'espèce, parce que la force de plantation était trop petite, parce que etc. Voilà, donc c'est largement, ce procédé est largement mis en place par la ville de Pantin, il va être mis en place aussi par d'autres villes. Voilà, et j'ai même vu que des centres de formation aussi, en partenariat avec la pépinière soupe, en discutent aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, notamment lors de la plantation. Et après, je vais vous montrer peut-être les photos. Voilà. Une petite question peut-être pour comprendre le contexte. Vous avez évoqué, donc avant, a priori, l'objectif des structures que vous portez, c'est de valoriser une gestion écologique de l'arbre en ville. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands principes, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ce matin, qu'on comprenne. Donc là, il y a un travail sur le sol, mais quels sont les grands axes en fait de cette politique? D'une part, c'est le choix des espèces. Donc il y a 2 écoles en France. Celle de Jean-Marie Pelt, c'est de planter des espèces locales, donc qui sont déjà adaptées au sol. Et la deuxième école, c'est la mienne, de planter des espèces oubliées ou méconnues qui méritent de retrouver une place d'honneur en ville et dans les aménagements paysagers, qui sont originaires d'ailleurs, mais acclimatables en France, et qui pour certaines ont été déjà introduites en France depuis longtemps. Et Jean-Marie Pelt a très largement validé la liste d'espèces oubliées ou méconnues que je lui avais présentée. Voilà comme ça. Donc le choix de l'espèce, le choix en pépinière aussi. Voilà, donc le but aussi c'est que les responsables de collectivités aillent choisir aussi en pépinière, parce que c'est pas le cas tout le temps. Voilà, c'est très important aussi. Ensuite, il y a tout ce qui concernant la taille. Oui, il ne faut pas sous-estimer que la famille de l'arboriculture est extrêmement variée. On trouve des individus, des initiatives. Il existe un très grand nombre de choses qu'on ne soupçonne pas à l'intérieur des communes, à l'intérieur des communautés d'agglomération, à l'intérieur des praticiens. Il n'y a pas que Jean-Marie Pelt et que Feu Jean-Marie Pelt et que Monsieur Limousin. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de gens qui font plein de choses. Il ne faut pas avoir une vision trop restrictive d'une réalité qui est extrêmement variée. Oui, mais pour revenir à ça, outil d'accompagnement des collectivités, label de gestion écologique patrimoine arboré, le premier c'est le mien, je suis désolé. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de choses qu'on est les seuls à mettre en place en France. Voilà. Pépinière souple met en place ce procédé de biodynamisation des sols. C'est les premiers à le faire en France. Écoutez, je viens d'acheter 10 000 arbres mycorhizés dans une pépinière sur Avignon. Voilà. Donc, et demain, on a aussi le même système avec soupe. On lance demain, donc c'est pas. Évidemment, vous avez été les premiers, mais ça se développe. Il y a d'autres collectivités qui font des choses. Non, parce que là, il y a une analyse de sol qui est réalisée. Et la gestion est vraiment du sol. Vous avez dit tout à l'heure, la gestion et la sensibilisation, la gestion, très peu de personnes le font. Je regrette, mais il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'il y a ce suivi-là. Donc, on peut vous développer les choses, il suffit d'arriver à la tribune et de vous montrer. C'est seulement, je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, mais justement, je sollicite. Ne respectez pas vos interlocuteurs. Voilà, je sollicite. Une modestie, monsieur Limousin, simplement ce que vous proposez est une possibilité, il y en a d'autres, voilà. Et d'autres acteurs ici, évidemment, peuvent en témoigner. Simplement, cette expérience a le mérite de montrer qu'il y a une démarche, et c'est ce que je crois vous cherchez à faire. Donc, voilà, je propose de terminer votre présentation. Voilà, donc concernant les photos, donc ça c'est un arbre qui a été déraciné, donc pour justement voir que ce qui se passe au niveau aérien, donc c'est fortement lié aux racines.
voilà pour ça. Pour faire brièvement le document, vous pouvez de toute façon vous le transférez. Il y a aussi un article sur un magazine qui s'appelle Horticulture et Paysage, numéro de mois de mars, qui en présente en tout cas les grandes lignes. Ensuite, je cherche les photos qui doivent être à la vue de fait. Voilà, donc on arrive donc aux photos donc, septembre 2013, donc avant l'intervention. Puis-je dire quelque chose il serait possible de lever le micro? Oui. Oui, vous parlez de la biodynamie, sauf erreur de ma part, hein, c'est à confirmer. J'ai le souvenir que la biodynamie a été conceptualisée par un monsieur qui s'appelle Steiner, me semble-t-il, dans lequel il mêle deux notions, c'est des notions issues de la connaissance scientifique, de la biologie, coiffées par une sorte de brouillard spiritualiste avec des connotations un petit peu fumeuses. Enfin, j'associe la biodynamie à Steiner, donc c'est une information. C'est une information à confirmer. Oui, sur laquelle, oui, non, j'entends bien, sur laquelle Michel Onfray avait rédigé d'ailleurs un article à ce sujet, mais c'était uniquement à titre d'information. On laisse M. Legouzi terminer si vous voulez. Pour dire sa présentation. pour ce que vous dites par rapport à la biodynamie, qui parfois, enfin, certains, c'est l'avis de certains en tout cas, mais voilà, aujourd'hui on connaît plus la biodynamie pour tout ce qui est agriculture, tout ce qui est légumes, autres, vignes, autres. Voilà, tout ce qui est arbre urbain, c'est plutôt nouveau. Voilà, et effectivement, c'est l'avis de certains que voilà, fumeuse, ça c'est vraiment totalement fou, que c'est fumeux. Voilà, mais c'est voilà, ce que pensent certains, c'est pas le mien, sinon je ne présenterai pas ça. Donc voilà. Mais après, vous avez le droit de penser que c'est tiré par les cheveux ou autre. Mais voilà. Donc pour revenir sur les photos, donc ça c'était donc avant l'intervention. Donc toujours donc ça c'est le parking du Futuroscope à Poitiers et on va trouver voilà, les photos donc après l'intervention, donc en août 2011. Concrètement, vous pouvez dire ce que vous avez fait pour permettre à ces arbres qui étaient dépérissants de retrouver une santé? Mais c'est pareil, ont été injectés donc, au sol, tout ce qui est mycorhizes, bactéries et champignons, tout ce qui est... au départ, c'est une analyse de sol qui avait été réalisée pour justement extraire les micro-organismes du sol, donc, notamment les bactéries. Voilà, donc c'est le même procédé que pour la plantation écologique, sauf que là c'est sur des arbres en place, donc on est obligé d'injecter au sol, voilà, au lieu de le faire à la plantation. Est-ce que ça nécessite un alourdissement du sol en périphérie? Est-ce qu'il y a une intervention mécanique ou c'est simplement, j'allais dire de la médecine voilà, j'ai trouvé cette image, pardon, mais c'est vrai que ce sont des bactéries du sol, mais réinjectées, ça veut dire quoi? Non, c'est mécanique, donc c'est injection sous pression. Voilà, c'est mécanique avec le matériel et autres. Mais je crois que c'est indiqué juste avant. Si je retrouve. Celui de droite, on a pu le réanimer? Oui, il y a des photos juste. Ça me semble être un cas un peu désespéré sur l'image là. Si, mais on l'a. Ça, c'est donc des photos qui ont été réalisées donc, à l'automne dernier. Et ils devaient être traités, donc, soit cet automne, soit ce printemps. Et donc, on aura les résultats l'année prochaine. Donc, ça, c'est des arbres qui n'ont pas été traités pour l'instant. Voilà. Voilà pour cette
présentation de la Sur des les méthodes, merci, monsieur Lucie. Sur les méthodes, on voit qu'il y a toujours débat, et je crois qu'on ne va pas clore le débat ce matin. Simplement, c'est un témoignage sur des pratiques nouvelles en matière de gestion du patrimoine arboré en milieu plutôt urbain, c'est-à-dire contexte difficile. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. J'ai une question un petit peu orientée, parce que du coup, on a quelques intervenants qui nous ont fait défaut ce matin, mais on a d'autres personnes dans la salle qui portent des actions qui peuvent vraiment être intéressantes d'un point de vue de la sensibilisation. Je voulais savoir si Sophie Métadier pouvait nous dire un petit mot de la question de la place de l'art pour parler de l'arbre et pour éventuellement sensibiliser un plus large public et valoriser des espaces. Oui, Sophie Métadier, donc je suis vice-présidente de la communauté de communes Loche Développement en charge de l'environnement et de l'aménagement du territoire. La communauté de communes gère un espace de 240 hectares qui se situe entre Loche et Beaulieu-les-Loches et Perruchon, donc à 60 km au sud d'ici. Et mon intervention est un petit peu impromptue, donc je vais essayer d'être un peu cohérente. On a mis en place un plan de gestion de cet espace naturel sensible il y a maintenant 6 ans. Et depuis 6 ans, nous avons énormément travaillé sur l'ouverture au public, sur la sensibilisation du public, sur le retour à des pratiques agricoles je dirais, traditionnelle, hein, surtout sur de la fauche avec exportation, et la mise en place de prairies. Donc on a commencé peut-être par une première chose qui est l'abattage on en est maintenant à 58 hectares d'abattage de peupliers cultivars qui ont été exploités. Certaines plantations étaient totalement mortes du fait de la présence de pucerons indigères. Et tous les espaces que l'on a abattus sont maintenant revenus en prairie ou pour certains en roselière, quand la roselière est venue toute seule. On n'est pas vraiment sur de la gestion d'arbres, c'est pour ça que je ne pensais pas intervenir du tout, mais on est quand même sur un espace où il nous reste encore pas mal d'hectares de peupleraies, donc on ne souhaite pas non plus abattre la totalité des peupleraies, avec pas mal de haies, la plupart qui étaient soit des haies de frêne ou de saule, qui avaient été traitées en tétard pendant très longtemps et qu'on essaye, quand les arbres le permettent, de remettre sur le même type de traitement. Et également toute une ripisylve qui nécessite une remise en état. Et la sensibilisation du public se fait d'une part par l'ouverture de chemins sur l'espace, puisque c'était un espace qui était totalement fermé au public. Il n'y avait que quelques chemins d'exploitation privée qui traversaient cet espace. On a maintenant des chemins qui relient le centre-ville de Loche et le centre-ville de Beaulieu. Alors ce sont deux petites villes, mais ce sont deux petites villes qui ont quand même pas mal de touristes qui passent. Donc non seulement ça a un usage pour les habitants, sauf en ce moment où il y a un mètre d'eau, donc c'est un peu compliqué, mais en été, en tout cas, les espaces sont très pratiqués, avec mise en place d'énormément de panneaux d'information, à la fois sur la faune, mais également sur la flore et entre autres sur les arbres. Et enfin, une association a mis en place en 2015 une exposition d'art contemporain qui se trouve principalement dans l'espace naturel sensible, mais également qui a des extensions sur la ville de Beaulieu principalement. Et c'est également une autre manière d'amener les gens à venir voir, et la population et les touristes, à venir découvrir un espace et à venir se rendre compte de l'importance du patrimoine à la fois paysager, mais également bâti, puisque de cet espace naturel, on a des vues assez exceptionnelles sur les villes de Beaulieu et de Loche. Et on a également des photos très intéressantes de la différence des vues et des paysages avant et après intervention, puisque les 800 mètres qui séparent Beaulieu et Loche étaient entièrement en peupleraies jusqu'à il y a 5 ans. Et maintenant, on a quelques bribes de peupleraies qui restent, mais on a surtout des paysages très ouverts et on a pu remettre en valeur certains arbres qui peuvent ponctuer l'espace d'une manière assez intéressante.
Sophie, j'ai une question, moi, qui suis allé sur les lieux et qui est appréciée. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer l'avenir de cet espace-là, le jour où les peupleraies qui subsistent seront amenées à être exploitées, parce qu'on le sait, ce sont des arbres qui sont plantés sur un plan assez rectiligne. On voit bien qu'il y a là des arbres qui sont destinés à produire du bois. Est-ce que vous avez une démarche pour anticiper, pour recréer un paysage qui accompagne ce nouvel espace ouvert, accompagné, puisqu'on est dans notre biennale sur la nature et paysage, avec comme thème l'arbre, est-ce que quelques arbres, de nouveaux arbres, est-ce que de futurs arbres remarquables viendront prendre place dans cet espace-là? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, oui, tout à fait. On a été dans une phase d'ouverture des paysages très marquée. On sait qu'on a certains espaces qui sont plus faciles d'accès pour les populiculteurs, et on réserve quelques parties de l'espace à la replantation, donc exploitation des peupliers et replantation de peupliers d'élevage, enfin de culture, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de les éradiquer complètement du site. Sous réserve qu'ils soient entretenus et que la chute des arbres n'entraîne pas d'embâcle de risque en termes d'inondation. C'est là où je croise, monsieur, ce que vous disiez tout à l'heure sur les arbres et les risques, c'est important. Ensuite, sur le reste, on est particulièrement dans cette démarche-là actuellement parce que le fait d'ouvrir complètement le paysage entre Beaulieu et Loches et sur les chemins qu'on a ouverts permet de découvrir, surtout en cette période où on est en hiver, des vues qui sont très très intéressantes et sur lesquelles on va justement conserver ces vues que l'on a actuellement en hiver, faire quelques coupes d'arbres très ciblés, notamment auripiciles, pour que au fur et à mesure de la promenade des personnes dans les chemins, tout d'un coup ils tombent sur une vue qu'ils n'imaginaient pas. Donc ça c'est important. Ensuite, on est effectivement en train de retravailler sur des replantations, soit pour donner une intimité à des personnes qui habitent le long de cet espace et du fait des coupes qui ont été faites se sont retrouvées avec une perte d'intimité très forte sur leur jardin, donc on va replanter pour retrouver une certaine intimité. On replante aussi, on a un projet dans le cadre de l'exposition qui s'appelle l'exposition Beaulieu, l'exposition d'art contemporain, de créer un labyrinthe là qui va être mis en place dans les semaines qui viennent, pour retrouver justement un labyrinthe avec un principe de haies taillées en tétard et qui permettra d'expliquer aux gens comment on menait des plantations de ce type, et puis ensuite au cas par cas des plantations effectivement, soit pour retrouver des plantes, enfin des variétés autochtones, type peuplier noir ou autres, qui je pense ont toute leur place dans l'espace, ou tout simplement sur certains endroits maintenir des espaces d'ombre, des ombrages sur des chemins, etc., etc. Merci. Dernière question, puisqu'on est dans cette table ronde sur le thème sensibiliser, accompagner, comment les habitants de Loches et de Beaulieu-les-Loches sont-ils entrés dans cette démarche, et aujourd'hui, quel est leur point de vue? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, alors on a déjà, ce que je disais très rapidement, mis en place des sentiers d'interprétation et pas mal de panneaux qui permettent aux gens de comprendre l'écologie du site et également son fonctionnement. Ensuite, on a des visites organisées pour les habitants ou les touristes pendant tout l'été. Des visites faites aussi avec les scolaires, surtout ceux qui sont à proximité immédiate. On se rend compte qu'on a assez régulièrement, on rencontre des groupes de jeunes qui viennent de plus loin, enfin qui viennent de collèges aux alentours, à 30-40 km alentours, et qui viennent découvrir le site. Pas forcément en ayant pris contact avec nous, mais ils en ont entendu parler, donc ils viennent. Voilà, dans le cadre de l'exposition Beaulieu, il y a pas mal de visites qui sont organisées également de l'expo et qui permettent d'avoir une certaine sensibilisation. La plus grande sensibilisation, c'est vraiment l'utilisation et l'usage par les gens et les habitants. On est sur l'été dernier à peu près 50 000 personnes qui ont emprunté ce chemin, ce qui est absolument énorme. Et qui prouve à quel point la sensibilisation peut se faire quelque part toute seule. Et
l'appropriation se fait toute seule. Autre exemple, le chemin de grande randonnée qui passe à Loches, qui va de Châteauroux à Tours, maintenant emprunte cet espace et naturellement les gens en randonnée passent par là. Merci. Je crois qu'il est l'heure. Non, il est resté une question. Juste. Oui, Bruno. Merci. Oui, juste un petit mot, parce que Augustin Bonardo, qui était prévu ce matin, s'excuse, il est resté bloqué les heures de train. C'est un peu décalé, mais simplement pour reprendre le travail de ce que font certains CAUE, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur la question de la sensibilisation. Certains groupes intègrent effectivement des arboristes conseils qui vont auprès des élus et des communes les accompagner sur à la fois le diagnostic et la meilleure connaissance de leur patrimoine arboré, mais aussi évidemment les bons modes de gestion et puis éventuellement, le cas échéant, le fait les replantations, les diagnostics. Donc ça existe, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant, mais effectivement, on a des structures associatives qui se sont emparées de ce sujet, qui portent un discours et un accompagnement. On le voit, pour rebondir un peu sur les échanges, je n'ai pas tout suivi, mais il me semble que s'il y a bien une posture qu'il faut conserver dès lors qu'on s'intéresse à l'arbre, on a eu l'occasion d'échanger hier soir longuement avec l'association Sequoia, c'est bien qu'il n'y a pas une façon de faire, mais il y a bien une multitude d'approches et que plus on est ouvert, plus on est à l'écoute finalement et du sujet et des habitants, et plus on a de chance finalement d'avoir la bonne réponse. Voilà, donc en guise de conclusion, effectivement la sensibilisation c'est important et ça passe par l'ouverture aux autres. Merci pour ce très beau mot de conclusion.